Bienvenue, vous êtes sur Canal FM, heureux de vous retrouver. Troisième émission spéciale du grand débat national. Le président de la République et le gouvernement ont engagé un grand débat national afin de permettre à tous et toutes de débattre. Pour cela, Canal FM, en partenariat avec l'Observateur de l'Avesnois, fait son grand débat national. La semaine dernière, nous avons parlé transition écologique. Cette semaine, nous allons débattre sur l'organisation de l'État et des services publics. Pour animer ce débat, à mes côtés, Mathias Dormini, journaliste à la Somme. Bonjour Mathias. Bonjour. Paul Schuller, journaliste à Canal FM. Bonjour Paul. Bonjour Logan. Les invités de ce débat, Gilets jaunes de la première heure, très actives sur les réseaux sociaux, sur l'ensemble des manifestations auxquelles elles participent. Les actions des Gilets jaunes sur le territoire, elles sont pensées et réfléchies du blocage de la douane de Bétigny durant 34 jours à des manifestations ciblées. Ce jour, Lélie est avec nous pour débattre. Bonjour Lélie. Bonjour. Autre gilet jaune, elle était gilet jaune même avant l'heure. Elle a enfilé le gilet lors de la venue d'Emmanuel Macron le 7 novembre à Maubeuge. Puis, depuis le 17 novembre, engagée chez les Gilets jaunes, présente au débat. Néanmoins, elle dénonce un débat orienté. C'est Aurore, gilet jaune du Val-de-Sambre. Bonjour Aurore. Bonjour. Ancien responsable politique national, comme national et local aussi. Vous avez été maire de Maubeuge et conseiller général, président de l'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre, député durant un mandat, aujourd'hui président de la Fédération hospitalière des Hauts-de-France. Bonjour Rémi Pauvros. Dernier invité, responsable politique, vous avez participé la semaine dernière à un débat à Avesnes-sur-Helpe, adhérent du Parti Socialiste, mais aujourd'hui, vous êtes en charge aussi du mouvement Génération de Benoît Hamon en Sambre-Avesnois. Bonjour Daniel Jankoviak. Bonjour. Enfin, nous regrettons l'absence du député Christophe Di Pompeo qui a décliné notre invitation pour participer à ce débat. Nous allons commencer dans quelques instants le débat. Juste avant, Paul, vous nous parlez services publics. Et oui, quelques mots sur ces services publics. La notion de service public est essentielle en France. La défense du service public et la crainte de sa remise en cause sont des thèmes qui reviennent régulièrement à la une du débat politique. Dans les revendications exprimées d'ailleurs ces dernières semaines par les Gilets jaunes et par les Français qui ont laissé des contributions via les cahiers de doléances mis à leur disposition dans les mairies, il y a une volonté forte de maintenir un service public de proximité, accessible au plus grand nombre. Les notions d'égalité entre les territoires sont aussi régulièrement réclamées par les concitoyens, notamment en milieu rural. Alors en France, on distingue trois sortes de fonctions publiques. Il y a la fonction publique d'État, notamment l'éducation nationale. Il faut savoir que plus d'un fonctionnaire sur deux relève des ministères de l'enseignement en France. Il y a aussi bien sûr l'armée, la justice, les forces de l'ordre, police et gendarmerie, transport, l'agriculture, la culture, l'environnement, la distribution du courrier, les finances avec les centres des impôts, trésor public, etc., la caisse d'allocation familiale, Pôle emploi, sécurité sociale, et j'en passe. Deuxième catégorie, la fonction publique territoriale, les services publics proposés notamment par les mairies, communautés de communes, les départements. Là, on connaît les services sociaux ou les services techniques chargés de la réfection des routes pour les plus visibles, sans oublier les services de la région dans le domaine, par exemple, du tourisme, de l'environnement, de la formation, des transports en commun, etc. Troisième catégorie, la fonction publique hospitalière. Cela concerne aujourd'hui un peu plus d'1 million d'agents en France. Elle regroupe à l'exception du personnel médical, les médecins, biologistes, pharmaciens, l'ensemble des emplois des établissements d'hospitalisation publique, des maisons de retraite, des établissements publics à caractère public relevant par exemple des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, des établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés, des centres d'hébergement et de réadaptation sociale à caractère public. Selon les derniers chiffres en notre possession, la fonction publique en France représente plus de 5 300 000 personnes, 5 300 000 fonctionnaires, donc plus de 2 650 000 dans l'enseignement. Cela concerne plus de 20% de l'emploi total en France. Le gouvernement travaille sur un vaste plan de modernisation des services publics et dans ses promesses de campagne, le candidat Macron avait notamment évoqué une réduction de 120 000 postes de fonctionnaires via les départs en retraite non remplacés. Cet objectif est toujours d'actualité pour 2022. Que penser de l'organisation de l'État et des administrations en France ? C'est la question centrale que nous allons évoquer dans cette première partie. Lélie, vous êtes gilet jaune, vous avez accepté la participation à ce débat, à cette thématique. Quelles sont pour vous les premières revendications tout de suite qui vous viennent concernant l'État, son organisation, ses services publics ? Il faudrait déjà que les services publics soient maintenus, surtout en campagne. Les gilets jaunes, c'est vraiment deux catégories de personnes. Ceux qui vivent en ville et qui n'ont pas trop ce genre de soucis, aussi bien au niveau des transports qu'au niveau des écoles. Et puis on a la périphérie, clairement. Et en périphérie, nous, on le voit ici, pas plus tard que l'annonce qui a été faite de la fermeture ici à Aulnois de 3 écoles. 3 classes. 3 classes, pardon. 3 classes. 3 classes de lignes de chemin de fer et la fermeture de la sécurité sociale. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on va maintenir les emplois. C'est pas comme ça.
qu'on va pouvoir maintenir le service public, parce que si c'est pour l'excentrer sans transport en plus vers les grosses villes, on ne résout aucun problème. Rémi Pauvros, vous avez été en responsabilité. Que dites-vous, vous, de cette colère de Français, de Gilets jaunes sur le territoire par rapport à la disparition notamment de certains services publics ? Je trouve ça très bien qu'il y ait un mouvement de colère et de réaction par rapport à ce qui se passe, qui n'est pas nouveau. Je vous rappelle que dans l'éducation nationale, sous notre législature, on a créé 60 000 postes d'enseignants parce que précédemment, on les avait supprimés. Et qu'aujourd'hui, on a le sentiment quand même qu'on revient sur ce type d'orientation. Donc, je prends que cet exemple de l'éducation nationale, mais c'est vrai, puisque je représente la Fédération hospitalière, vous avez parlé de la fonction hospitalière, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est un des grands enjeux qui touche la ruralité ou la ville, puisque s'il n'y a plus de services de proximité en matière de soins, c'est évident que ça concerne toute la population. Et on sait qu'aujourd'hui, le personnel, en particulier le personnel des urgences, mais pas seulement, est actuellement en situation extrêmement tendue, difficile. Donc moi, je considère qu'à partir du moment où des citoyens disent « bah oui, nous, on a besoin des services publics », c'est une bonne chose. Excusez-moi, est-ce que vous savez pourquoi les services publics existent ? Historiquement, est-ce que vous savez comment ça a été créé, les services Est-ce que vous pouvez expliquer ? Eh bien, tout simplement parce que sous la Révolution française, les révolutionnaires ont dit il faut amener aux citoyens ce que les gens qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas se payer. En fait, c'était un acte d'égalité à l'origine. C'est-à-dire de dire il y a les gens riches, les seigneurs, les bourgeois, etc. Ils peuvent se payer effectivement des services, et puis il y a les autres. Donc créons les services qui permettent effectivement de répondre à ça. Donc l'origine répond bien à ce que vous dites, c'est-à-dire c'est bien un problème d'égalité de traitement des citoyens vis-à-vis de leurs besoins de santé, de sécurité, etc. L'évolution des services publics, Daniel Jankoviak, pour votre part, c'est quoi ? Mais c'est ce que vient de dire Rémi Pauvros. Il faut absolument réduire les inégalités par des services publics de qualité et pas déshabiller Paul en prenant, par exemple, des adultes tels qu'ils soient dans la communauté éducative, dans un établissement qui est réputé aller bien, où il n'y a pas d'incident majeur, pour aller mettre ses agents et ses professeurs dans des lycées réputés plus difficiles. Alors, il y a dans certains territoires ruraux, on commence à mettre en place des maisons de services publics où on regroupe autour de guichets uniques tous les services qui peuvent exister et qui avaient disparu. Est-ce que ce ne serait pas une solution à développer un peu partout et la généraliser finalement, pas uniquement la tenir aux territoires ruraux ? Alors, des maisons de services publics ou des bus itinérants, c'est notamment le cas en tirage du côté de Guise, et ça pourrait être répandu un peu partout en France. Peut-être au niveau des Gilets jaunes, peut-être l'ELI, est-ce que vous avez une réponse à apporter à cela ? Est-ce que ça vous conviendrait, l'instauration, la création de ces maisons de services publics un peu partout sur notre territoire ? On dirait que c'est un bon début. Mais c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant, non, parce que tout ce qui est... Après, oui, dans les campagnes très, très, très retirées. Mais je ne peux pas concevoir que dans une ville comme Aulnois, on puisse retirer des lignes de chemin de fer. Les gares, on ne va pas les déplacer, on ne va pas en recréer des autres, on les ferme. Donc à partir de là, on a des moyens de déplacement. On dit les gens sont sinistrés, les gens ne peuvent pas travailler, mais les gens veulent bien aller travailler. Mais vous vous rendez bien compte qu'arrive un moment, si on n'a pas les transports en commun, par exemple... Mais il n'y a pas de suppression de lignes de chemin de fer à l'heure actuelle. C'est durant les travaux. C'est durant les travaux, ça va être... Voilà. Durant les travaux, en effet, les lignes de chemin de fer sont arrêtées, en tout cas en journée. Ils seront remplacés par des bus. Ils sont remplacés Mais après, bien bus. sûr, après les travaux, les trains reprendront du service. Hein. Ouais, maintenant, c'est un peu partout. Et c'est pas développé. Écoutez, moi, je vois à Bavé, pour faire Bavé-Valenciennes, il faut 45 minutes en bus. C'est une honte. 45 minutes, il faut à peine 30 minutes en voiture. Et encore, il ne faut pas louper le bus. Parce que si on le loupe, c'est fichu. Il n'y a pas assez de développement. Aurore. Pardon. Après, je suis d'accord, il y a des choses à créer, mais je pense qu'il y a aussi des choses à travailler. Il y a vraiment des choses compliquées et il y a des choses vraiment à améliorer. C'est-à-dire lesquelles, par exemple ? Par exemple, un exemple concret qui me concerne, je suis toujours inondée. J'ai dû essayer de trouver le domaine de compétences pour nettoyer aussi bien les rigoles que les bouches d'égout. Et en fait, c'est des compétences différentes. Alors les bouches d'égout, c'est les compétences de l'agglo, et les rigoles, c'est compétences de la mairie. Et il va peut-être falloir changer,
simplifier un petit peu les choses pour que le domaine de compétence, il soit clairement établi et que nous, citoyens, on sache où s'adresser. Moi, j'ai tellement trouvé personne que j'ai dû me débrouiller toute seule et nettoyer mes rigoles sur l'avenue de Ferrières. Rémi Pauvre, justement, sur ça. C'est pas normal. Vous avez été à la fois maire et président d'Aglo. Oui, donc j'entends ce qui est dit. Et en même temps, j'ai envie de dire que ce soit la mairie ou l'Aglo, il y a normalement un téléphone ou il y a un service et normalement une réponse. Ah ouais, mais ils ont pas les réponses. Normalement. Je veux dire qu'au-delà de la compétence, et ça, je pense qu'effectivement, il faut clarifier la situation. Le maire, la municipalité reste le premier contact de la population, quoi qu'on vous dise. Il appartient ensuite à la municipalité de trouver des solutions avec l'Aglo, avec les uns, parce que on peut pas avoir 36 interlocuteurs, c'est pas possible. Donc il y a effectivement à simplifier les choses, mais je voudrais revenir sur votre question par rapport à des possibilités. On a développé ici dans le territoire des maisons médicales avec de très très belles expériences à Trélon, à Nord ou autre. On le sait, ça peut effectivement permettre d'apporter un certain nombre de solutions. Mais le problème de fond qui est posé, c'est qu'on ne peut pas faire mieux avec moins. Je veux dire qu'il y a un moment où, de toute façon, quelle que soit l'imagination qu'on peut avoir, quelle que soit l'implication des élus locaux, et moi je veux leur tirer le chapeau parce qu'ils s'engagent au-delà même de leurs compétences, justement souvent, pour dire qu'il faut trouver une solution, il faut faire en sorte qu'il y ait des moyens disponibles. Or, aujourd'hui, objectivement, je prends mon domaine, aujourd'hui je ne suis plus élu, je parle d'où je suis, fédération hospitalière, ça fait 2 ans qu'on prend 1 milliard d'euros sur le fonctionnement des hôpitaux publics en France. C'est la 2e année. 1 milliard d'euros. Tous les hôpitaux de la région, je parle de la grande région, ont aujourd'hui un déficit d'à peu près 185 millions cumulés. Il y a un moment où c'est plus possible. Je veux dire, il y a un moment où il faut dire, la santé, c'est une priorité. Il faut remettre tout à plat et dégager des moyens. Voilà, je veux dire, il y a un moment où de toute façon, il faut faire des choix, c'est des choix politiques. Ça relève effectivement du gouvernement et des députés, mais il y a un moment où on ne peut pas aller plus loin que ce qu'il est possible de faire. Et que après, on peut toujours adapter, améliorer. Il faut toujours améliorer, il faut toujours essayer de trouver des solutions. Rémi Pauvros, permettez-moi, vous avez été en responsabilité, député. Il y a eu des lois, notamment la réforme de la santé, avec la majorité à laquelle vous appartenez, Marisol Touraine. C'est aussi la tarification à l'activité, aussi aujourd'hui que les personnels soignants peuvent dénoncer. Qu'est-ce que vous dites par rapport ? La tarification à l'activité date de 2008, si vous permettez. Oui, mais avant, tout à fait. Excusez-moi. Non, mais dans tous les cas, il y a eu le gouvernement Hollande ensuite. Vous savez, le discours, la droite et la gauche, c'est la même chose. Moi, je ne suis pas d'accord. Et l'ancien monde et le nouveau monde, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on règle le problème. La vie, elle continue. Il y a ce qui s'est fait, des choses bien, des choses moins bien. On n'est pas dans une vision simpliste des choses. Est-ce qu'il faut remettre en cause alors ? Alors, moi, je suis de ceux à porter, je l'avais porté en tant que député, mais je n'avais pas été écouté. Je le porte aujourd'hui sur le thème, la T2A, effectivement, tarification à l'activité, à l'acte. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on finance aujourd'hui les hôpitaux, ne correspond pas à la réalité. Pourquoi ? Parce que le service public, il est là pour accueillir les gens. Et que, quelle que soit la personne qui tape aux urgences, qui frappe, qui vient, il faut qu'il soit accueilli. C'est ça la force d'ailleurs de notre système de santé publique qui est remarquable, qui est un des meilleurs du monde sur ce plan-là. Donc il faut préserver. Le SDF qui vient aux urgences, il doit être accueilli. Oui, c'est vrai que la tarification à l'acte, c'est pas ça qui va débloquer les crédits. Donc il faut intégrer cette dimension service public par rapport au secteur privé et faire en sorte que le service public, dans sa globalité, soit pris en compte financièrement. Donc nous avons fait des propositions de modification de la T2A. J'ai entendu la ministre et le président de la République dans son plan santé 2021 dire qu'effectivement il fallait le modifier. Depuis, on n'a rien vu. Moi, je suis optimiste. J'imagine qu'un jour, ça viendra. Merci à chacun d'entre vous. On fait une petite pause. On revient pour la deuxième partie. On va parler des collectivités territoriales.